La mousson était enfin venue, comme chaque année, comme toujours. Le déluge avait rafraîchi le corps des éléphants et comblé les plans d'eau asséchés. Chang, le bébé éléphant, pouvait désormais y apprendre à nager. Cha, le jeune tigre aventureux, découvrait les mystères de l'eau qui chante et les bonheurs de la nouvelle saison. Sa mère, elle, semblait perturbée et se tenait à distance. Dans le nid prison des Kalao, le bébé de Runga grandit de jour en jour. Le mâle, Dom, approvisionne son fils et sa femelle. Bientôt leur nid deviendra trop petit. Sur la planète des Langures, là-haut dans la canopée, la mère du malicieux Talok devra bientôt lui apprendre à sauter plus haut, plus loin. Un plan d'eau bien boueux. Tel est le paradis selon les éléphants. Ou plutôt, tel devrait être le paradis, par exemple pour Chang, la fille de Dara. Sa mère lui a déjà enseigné le bain, mais aujourd'hui, c'est avec toute la troupe qu'elle avance vers la mare. Soudain, la jeune éléphante s'effraie. Elle ne veut pas se baigner. Quelques-uns de ses cousins décident de lui faire entendre raison et forment une mêlée pour l'empêcher de fuir. Elle n'ira pas contre les lois de son espèce. Pour une éléphante bien née, le bain est nécessaire et donc désirable. Encadré de ses aînés, Chang sera entraîné puis maintenu dans l'eau, de gré ou de force. Tant d'agitation énerve les autres baigneurs. Ils savent, eux, qu'un bain paisible est l'un des instants les plus délicieux d'une vie d'éléphant. Chang tire prétexte de l'arrivée d'un nouveau groupe pour tenter une sortie. Peine perdue. Ses camarades la ramènent à l'eau. Si le bain est nécessaire, c'est parce qu'il noie quelques-uns des parasites qui percent à chaque instant le cuir des éléphants. Parce qu'il rafraîchit la peau chez des animaux qui tolèrent mieux le froid excessif que les chaleurs extrêmes. Parce qu'il allège le corps et procure l'allégresse. Parce qu'il constitue un rite, une messe, un point de repère. Le bain est généralement suivi d'un séjour voluptueux dans les boues des berges. Là, Chang retrouve le plaisir qu'elle n'a pas éprouvé à se baigner. Elle patauge, elle se vautre, et sans s'en rendre compte, se cuirasse le corps d'une gangue qui fera obstacle aux insectes piqueurs, gratteurs ou buveurs de sang. La cérémonie du bain continue pour les retardataires. Cette prédilection pour l'eau leur est commune avec leurs cousins africains. Les en différencie par ailleurs leur taille plus réduite, des oreilles moins grandes, un dos moins pentu et le doigt unique qui termine leur trompe. Chang a retrouvé l'exubérance qui sied à un éléphanteau plongé dans la vase. Elle n'aura guère le temps de profiter de ses nouveaux plaisirs. La matriarche donne l'ordre de quitter le plan d'eau. La troupe des éléphants passera le reste de la journée à l'ombre des arbres qui s'étagent sur le flanc des collines. Au-dessus d'eux, dans les bosquets, peut-être les éléphants entendront-ils le froissement d'ailes et le piaillement des roussettes, revenues dormir sur l'arbre où elles ont établi leur colonie.
Accroché au pelage de sa mère et rétif au sommeil, un bébé contemple le peuple des roussettes qui s'endort. Avant de s'assoupir lui-même, le bébé se toilette, bâille et s'étire. Enfin, pour se protéger des vents et du soleil, mère et enfant s'enveloppent dans la couverture que forment les ailes. C'est ainsi que les roussettes passeront la journée, immobiles, comme des fruits pendus aux branches. La canopée, c'est-à-dire l'écosystème que forme la cime des arbres, est constituée de strates que se partagent de nombreuses espèces. Le gibbon à main blanche, lui, est un animal territorial qui réclame toute souveraineté sur son domaine. Dans cette espèce, en dehors des extrémités toujours claires, le pelage peut varier du brun très sombre au beige pâle. Comme tous les gibbons, Taloum est un danseur des cimes. Il pratique la brachiation, ce mouvement des bras très particulier qui le propulse de branche en branche jusqu'à celle où il n'aura qu'à tendre la main nonchalamment pour cueillir l'un des fruits les plus délicieux de la forêt tropicale. Ses talents pour l'acrobatie n'empêchent pas Taloum de se poser parfois au sol, avec des allures de funambule, un ou deux bras en l'air. Dans d'autres situations, les bras seront employés comme des béquilles ou comme des ressorts, ce qui permet au gibbon de marcher et de s'envoler en un éclair. L'arrivée de la mousson a fait le bonheur du buffle d'eau sauvage, de toutes les créatures d'Asie du Sud-Est, la plus assujettie au milieu humide. Malgré son nom, le buffle de l'Inde est répandu du Népal au Vietnam, mais celui qu'on trouve en Thaïlande est le plus grand du monde. Derrière ses cornes, 1,20 m de bout en bout, le buffle invite des oiseaux à voyager sur son dos. Un aninga, apparenté au cormoran, se sèche en attendant sa prochaine plongée. Un jeune en voie de sevrage importune sa mère, dont la mamelle s'épuise. De guerre lasse, la femelle se débarrasse de son fils en s'allongeant dans l'eau. L'aninga ne peut s'envoler qu'après avoir fait sécher son plumage perméable à l'eau. Pas de chance. Un tigre indo-chinois a fait son apparition dans une jungle que Prajan, la tigresse du Bengale, et ses enfants ont subitement désertée. Son espèce se caractérise par une taille plus petite, une couleur plus sombre et un pelage orné de raies plus étroites. Il se nommera Sua, mot qui signifie tigre en thaï.
Soudain, un ennemi bondit sur soi. Le second tigre, Pang, n'est autre que le frère du premier. Les deux animaux continuent de jouer, inconscients qu'ils viennent de se placer juste au-dessous de l'arbre dont Taloum, le gibbon, a fait le centre de son royaume. Parfois, les deux tigres qui devenaient dangereux croient leur âge passé et reprennent leur jeu. Mais Taloum ne les lâchera pas. Harassés, Pang et Sua quittent enfin le territoire de Taloum. Celui-ci vainqueur en restera vaguement déçu. Peut-être en fait commençait-il à s'amuser. Il fut un temps où un arbre roi dominait de ses 30 mètres de haut les paysages de toute la Thaïlande, le teck. Les qualités de son bois, imputrescibles, firent régresser le teck dans ses forêts, désormais plus mélangées, où, en cette saison encore, éclosent les papillons. C'est un papillon siamaise qui, cette fois, verra le jour. Une femelle a pondu des œufs sur le fil des lianes. Une semaine plus tard, éclosaient des chenilles. 2 semaines de plus, et ces dernières se transformaient en chrysalides. La métamorphose reste à venir. Le miracle s'accomplira pendant la nuit.
Il y a quelques heures, des couleurs sont apparues dans la chrysalide. À l'intérieur, des fluides corporels gonflent la créature à naître et provoquent une pression qui soulève l'enveloppe, devenue trop étroite. Il faudra près de 2 heures pour que le sang irrigue complètement les ailes, encore ridées. Pendant ce temps s'évacuera sous forme de gouttes l'excédent des fluides internes. À cet instant, alors qu'il ne peut pas voler, l'insecte demeure tragiquement vulnérable. C'est pourquoi son espèce, parmi d'autres, se métamorphose la nuit, avant le réveil des prédateurs. Aux premières lueurs du soleil, la créature nouvelle peut enfin exhiber le lacis noir et blanc qui distingue sa parure. L'un de ses congénères n'a pas su passer la même frontière. Il est resté coincé. Une partie de lui-même bloquée dans le monde végétatif de la chrysalide, tandis que l'autre réclame l'exubérance de la vie. L'insecte exerce sur la paroi qui l'emprisonne une pression musculaire colossale par rapport aux forces dont il dispose. Plus haut semble le narguer un chanceux dont les ailes progressivement rigidifiées se sont déployées et qui connaîtra dans quelques secondes une liberté nouvelle, l'envol. L'infortuné était déjà né une première fois sous la forme d'une chenille. Peu à peu, son énergie s'épuise. Le cycle de ses naissances s'achève, du moins dans le monde fragile et éphémère des papillons. La nuit est criminelle, qui fait germer les papillons morts-nés. Mais elle devient magique quand arrive le chat pêcheur, fantôme penché sur une rivière d'étoiles. Le corps du chat pêcheur, pattes courtes, corps sinueux, queue aplatie, s'est adapté aux habitudes du meilleur nageur parmi les félins. Car le chat pêcheur aime le poisson mieux que la viande et n'hésite pas, s'il le faut, à aller le chercher jusque dans l'eau. Des tapirs partagent l'habitat du chat pêcheur. Eux aussi se tiennent toujours près d'une rivière ou d'un plan d'eau où ils se réfugieront en cas d'alerte. Les tapirs aiment brouter les plantes grasses des prairies adjacentes. Mangeurs délicats, ils sélectionnent leurs feuilles préférées. Un arbuste ne sera jamais dépouillé. On passera à un autre buisson en ne prélevant que la quantité de feuilles nécessaire. Sous les yeux du chat pêcheur qui remet son poil en ordre, s'éveillera bientôt, écailleux comme un reptile, un pangolin, mammifère nocturne et dévoreur d'insectes. L'animal, encore roulé en boule,
oppose ainsi au monde extérieur une véritable muraille. Au rythme de la nuit, c'est-à-dire lentement, vient le loris paresseux. Habile grimpeur, ce petit primate vit dans les arbres, où il aime allécher la sève ou la résine, et où il dépose les marques d'urine qui délimitent son territoire. En taille, on l'appelle linglom, ce qui signifie singe du vent, car on pense que son sifflement annonce la tempête. Les grands yeux du loris ne perçoivent pas les couleurs, mais ils lui offrent une acuité visuelle nocturne exceptionnelle, fort utile par exemple en cas de rencontre avec une créature digne d'intérêt. Ce criquet n'était pas aussi fascinant que le loris l'avait cru. Il ne lui laissera en souvenir qu'une discrète odeur au bout des doigts. En voici un autre qui mérite un examen plus attentif. Quand la nourriture abonde autour de lui, le loris paresseux dédaigne les petites proies au profit de fruits ou de jeunes oiseaux et petits mammifères qu'il dévore sans se soucier de les tuer préalablement. La saison humide durera peut-être jusqu'en novembre. Les inondations qui surviennent près des rivières en crue racornissent encore davantage le domaine des éléphants, déjà limité par l'expansion humaine. En moyenne, chaque harde ne dispose plus que d'une trentaine de kilomètres carrés. En milieu de journée, la chaleur reste forte. C'est l'heure à laquelle Chang, la fille de Dara, aime à s'allonger entre les jambes de sa mère, quels que soient les désagréments que provoque cette position. Bousculé par les pieds de Dara, le visage sans cesse balayé par le balancement de sa queue, Chang devra renoncer à dormir. Peu importe. Il suffit à la jeune éléphant de savoir sa mère proche
sûre, forte, éternelle. Dans l'arbre où elles ont créé l'une de ces colonies temporaires qu'on appelle des camps, les roussettes s'éveillent. L'une d'elles, Soussat, est encombrée d'un bébé qui s'excite et qu'elle mord ou déplace sans cesse pour le calmer. Mais c'est plutôt d'un adolescent qu'il faudrait parler, déjà assez gros pour songer à voler de ses propres ailes. La gestation a duré 5 mois. À la naissance, le bébé pesait déjà presque 25% du poids de sa mère, l'équivalent de 20 kilos pour un nouveau-né humain de même proportion. Soussat est à présent exténué de le porter sans trêve sur son ventre. Un mâle se tient à proximité. Soussat le considère avec attention. Bientôt, comme chaque année, elle sera disponible pour une nouvelle fécondation. Le mâle est pressé, il tente donc sa chance ailleurs, où il se fera éconduire. Soussat ne parvient pas à calmer son rejeton. Celui-ci ne cesse de s'agiter que quand les nécessités naturelles le placent à l'envers, c'est-à-dire la tête en haut. Le soir approche. Les roussettes se préparent à vaquer à leurs activités nocturnes. Dans 1 ou 2 heures, elles s'éloigneront peut-être des dizaines de kilomètres pour trouver les nourritures dont elles se nourrissent, feuillages, fruits ou baies. Les roussettes ne bénéficient d'aucun système d'écholocation. Leur regard et leur odorat seront leur seul instrument de navigation. Le ciel pèse sur les collines comme une mantille de plomb. Voici quelques semaines, l'air chaud et sec des masses continentales a aspiré les nuages venus des régions maritimes tièdes, proches de l'Australie. Gonflés de toute l'eau du sud, ces nuages viennent buter en cette saison sur la cordillère du Taneng Tongdan, située entre la Thaïlande et la Birmanie. Les flots s'accumulent et se déversent alors en particulier sur le grand rocher où vivent les macaques. La plupart d'entre eux se tiennent à l'abri, ainsi qu'ils le font chaque jour, dans le moindre repli du roc. Ils se pelotonnent, se recroquevillent, font de leur corps une boule sur laquelle la pluie glissera. D'autres, comme les cénopithèques, qu'on appelle aussi langures, n'interrompent pas leur activité. Les langures, toujours affairées à recueillir quelque nourriture, forment des groupes de 5 à 15 individus. Animaux mobiles et par ailleurs peu belliqueux, ils échappent à leurs adversaires plus qu'ils ne les affrontent. Dans une société si paisible, chacun peut donc passer d'une tribu à une autre et des hiérarchies s'imposent de manière moins rigide que chez d'autres primates. Depuis quelques jours, Talok, un jeune, brûle de s'envoler comme le font ses aînés, d'une branche à l'autre. Parfois téméraire, il tente un saut, mais son destin de parfait singe arboricole est de s'élancer plus haut, plus loin. Mais pour cela, il devra attendre un complément d'initiation. Talok aimerait griller les étapes et ne pas passer seulement son temps, en attendant de devenir grand, à se laisser épouiller par sa mère comme le font d'autres jeunes langures.
L'aventure attendra. Le temps de l'héroïsme n'est pas encore venu pour Talok, le langur impatient. Talok a failli choir dès que la branche a vibré. Non, il n'est pas encore venu le temps de rouler vers les cimes où peut-être bientôt l'entraînera sa mère. Les pluies qui ruissellent sur le sol contribuent à le délaver. Seule la rapidité avec laquelle la forêt assimile les éléments nutritifs lui permet de ne pas mourir. Les forêts tropicales vivent en effet sur un sol pauvre et doivent sans cesse recycler leur propre matière. Alors que d'autres animaux qui se sont mis à couvert ont déserté un monde trop mouillé pour eux, le pangolin sent à peine la pluie glisser sur la cuirasse de ses écailles, aux rebords acérés. Roulé en boule et transformé en forteresse inexpugnable quand il dort ou se protège, le pangolin déroule son long corps sinueux quand il s'agit de partir en expédition à la recherche de fourmis, termites et autres insectes qui forment son régime. Équipé d'une langue gluante sur laquelle se collent ses victimes, le pangolin est en revanche dépourvu de dents. Il compense cette lacune grâce à un estomac musclé qui sert d'organe de trituration. Depuis 40 jours, le fils de Dom et Runga, les Kalao, est prisonnier du nid que ses parents ont calfeutré et qu'il occupe avec sa mère. L'espace a semblé se réduire au fil de sa croissance. C'est un cachot désormais, où demeurer devient invivable. L'approvisionnement, cependant, ne laisse rien à désirer. Dom vient d'apporter un serpent. Puis vient un écureuil. Enfin, en guise de dessert, des fruits feront l'affaire. Dom les fend et les avale pour mieux les transporter. À travers la fente du nid, les aliments sont toujours régurgités par le mâle de la même manière, à la faveur d'un mouvement latéral du gosier qui favorise la remontée du bol alimentaire. Après le repas, la mère s'agite. Elle ne supporte plus ce confinement, qu'elle a pourtant elle-même choisi et dont elle a créé les conditions en murant l'entrée du nid. Il n'y a plus assez de place pour deux. Ces instants sont les derniers que la mère acceptera de passer, cloîtrée, avec son fils. Le destin des éléphants du clan de Wan, qui se roulent dans la boue bienfaisante, n'est guère différent de celui des Kalao prisonniers. À l'échelle des géants gris, la jungle s'est morcelée
au point de devenir elle aussi une prison. Bientôt, ils n'en pourront plus de vivre dans un espace étriqué. Leurs parents et grands-parents arpentaient des forêts qui couvraient 60% de la Thaïlande et dont l'emprise se limite désormais à 20% du territoire. Les hardes pouvaient migrer librement. La présence humaine les en empêche désormais. Les éléphants d'Asie ont pour voisin 20% de la population humaine mondiale. Nul ne sait si les derniers éléphants sauvages d'Asie ne sont pas en train de profiter des 30 dernières années de sursis que certains experts leur accordent encore. Pour cela, ils tirent parti de leur petite taille qui les a mieux adaptés que leurs cousins africains à vivre dans les forêts, à se faufiler entre les troncs, à se dissimuler, comme des reclus. Quelque part au sud, va surgir un fugitif. Un ours malais, aussi appelé ours des cocotiers. C'est un bébé. Il a sans doute échappé à l'attention de sa mère et vient explorer le monde en visiteur incongru, là où nul n'aurait pu s'attendre à sa présence. Quand il gambade dans une prairie, quand il lutte contre des racines qui entravent sa marche, quand il se gave de miel ou quand il se prend de passion pour un feuillage desséché, l'ours malais apparaît comme l'hôte de la jungle le plus enjoué, le plus innocent et le plus délicieux. Mieux vaut ne pas s'y fier. Devenu adulte, bébé ours malais se métamorphosera en plantigrade féroce. Ses griffes puissantes, destinées à le hisser au sommet des arbres, se planteront s'il le faut dans la chair de quiconque se trouvera sur son chemin. Il passera pour l'un des animaux les plus agressifs de la jungle et dévastera sur son passage les cultures de palmiers, arbres dont le cœur constitue sa nourriture favorite. Le temps de la férocité n'est pas encore venu pour le jeune ours malais, égaré loin de sa mère. Il restera pour quelque temps encore le plus petit et le plus charmant des ours. Celui dont on fait une victime pour sa viande, sa fourrure ou ses propriétés médicinales supposées et dont l'espèce peu à peu est vouée à s'éteindre.
Talok, le jeune Langur, a grandi. Sur la branche d'un arbre, il reçoit les soins de sa mère qui dépouille. Entre elle et lui, c'est un rituel de tendresse et d'apprentissage social. L'épouillage, en effet, n'est pas seulement le moyen de débarrasser le pelage de la vermine qui voudrait s'y installer. Il constitue aussi un langage corporel qui signifie, selon le contexte et les protagonistes, « je te respecte, je t'aime » ou « je me soumets ». Mais ce n'est pas une leçon de civilité que sa mère entend apprendre à Talok ce jour-là. Le grand jour est arrivé. Talok va pouvoir tenter de devenir un oiseau volant de branche en branche, comme les adultes, et comme sa mère, qui lui en fait la démonstration. Les prouesses acrobatiques de sa mère impressionnent le jeune Langur qui n'ose pas suivre son exemple. Il contourne l'obstacle et tâche de la retrouver par une voie moins vertigineuse. Parfois, la tentation lui vient de sauter à son tour, de se sentir invincible, infaillible. Mais par manque de courage, il ne réussit que des sauts de puce. Quelques jours ont passé, la mère de Talok va choisir pour son fils un saut à sa portée. Le jeune Langur se concentre, il évalue la distance et l'effort à fournir, puis il bande ses muscles et toutes ses énergies. L'exercice de la veille a renforcé la détermination de Talok. Et ce jour-là, c'est lui qui s'élance directement et accomplit le plus grand saut de toute une vie. Le héros n'a plus qu'à reprendre des forces. Demain, après-demain et les jours qui suivront, on le verra filer comme un éclair sur la voûte des arbres. La pluie et l'orage stimulent les éléphants, surtout s'ils n'ont que 4 ou 5 ans. Quand le sol est boueux, quand tout glisse et patine, commence leur jeu de prédilection. Se pousser dans un sens et se pousser dans l'autre. S'asseoir sur un congénère. Se faire face et se toucher. Se frôler sans jamais se bousculer vraiment entre compagnons, entre amis, entre frères.
La trompe dans la bouche de l'autre, signe d'affection. Observation mutuelle, respect. Vient enfin le jeu le plus plaisant. Se rouler dans la boue, y précipiter son camarade, s'entremêler, éveiller toutes ces sensations tactiles qui exaltent la volupté chez les éléphants. L'un des deux joueurs se couche, l'autre s'en agace et tente de relever son compagnon. Il va alors découvrir une occasion rêvée de se faire gratter le ventre. Chez un éléphant, c'est le plaisir suprême. Ils vivent dans la même forêt que la mousson fait ruisseler de perles. Ils ont presque le même âge. Ils partagent le même destin. Pour ces deux éléphants aujourd'hui, le jeu était un signe de pure fraternité. Après plus de 80 jours d'emprisonnement volontaire, Runga, la femelle Kalao, entreprend de casser la paroi d'argile, d'excréments et de salive qu'elle avait bâtie pour rendre son nid inviolable. Le jeune oiseau, préoccupé seulement de son repas, ne semble prêter aucune attention aux flots de lumière qui inondent la cavité. Face au soleil, Runga, elle, prend le temps d'accoutumer sa rétine à la violence du jour. Puis, elle contemple le monde, qu'elle n'a pas vu depuis si longtemps. Il lui en coûtera de se faufiler par la fente étroite, de se faire violer par la lumière, de déployer ses ailes ankylosées, mais surtout de laisser son enfant là, derrière elle, dans la cavité qu'il rebouchera plus tard et dont il ne se libérera que lorsqu'il sera grand. Runga s'est envolé, laissant son fils éberlué. Il ignore encore qu'un jour viendra dans quelques semaines où il prendra lui aussi son envol au-dessus de la jungle perdue.
La saison humide était enfin venue, le temps des premiers bains pour Chang, la jeune éléphante. Soussat, la roussette, remarquait un mâle avantageux qui se pavanait sur la branche voisine. Pang et Sua, les tigres indochinois, découvraient la foudre qui tombe des arbres sous la forme d'un gibbon nommé Taloum. Talok, le bébé langur, apprenait à danser sur la canopée. Un ourson trop curieux découvrait l'univers, tandis que Runga, le calao femelle, brisait sa prison d'argile pour s'envoler vers la jungle perdue. Arrivé en juillet, comme revient un balancier, avec une parfaite régularité, la saison des pluies continuera jusqu'en novembre. Déjà, les températures s'abaissent légèrement. À la saison suivante, dite saison fraîche, elles seront douces. Après la brûlure de mai et la moiteur de septembre, on passera à la tiédeur des mois d'hiver. Les pluies sont rarement permanentes. Elles ne s'abattent que quelques heures par jour, mais en abondance, généralement en fin de journée. Quand le déluge s'interrompt, le gibbon à main blanche reprend son activité de cueillette. Pour se déplacer, il n'a besoin ni d'élan ni de la queue préhensile nécessaire à ses cousins sud-américains. Il s'élance comme un athlète d'une simple impulsion des bras et des épaules qui porte le nom de brachiation. Cette légèreté exige une puissance invisible. Une force proportionnelle à celle des bras du gibbon permettrait à un homme de déplacer 15 fois son propre poids corporel. Le gibbon connaît, pour les avoir repérés, les arbres fruitiers les plus productifs. La jungle est son verger. Il ne partage les ressources de ces arbres-là qu'avec des animaux d'espèces inférieures, comme l'écureuil, qui ne bénéficie d'ailleurs que d'une tolérance précaire. Le gibbon à main blanche ne mange que des fruits mûrs. Un litchi trop vert sera laissé sur la branche jusqu'à ce qu'il devienne comestible. De même, une jeune pousse sera toujours préférée à une vieille feuille et un bourgeon à une écorce. Plusieurs arbres nourriciers portant des fruits arrivés à divers stades de maturation sont donc fréquentés en alternance par une troupe de gibbons à laquelle se mêlent parfois quelques macaques. En fin de journée résonnent les premières notes d'un concert de cris. Elles indiquent qu'un ou deux individus sont revenus au bercail. Ils entonnent déjà le chant par lequel les gibbons se proclament propriétaires des arbres sur lesquels ils ont l'habitude de dormir. Un individu à robe sombre fait partie des premiers à avoir regagné la zone des arbres dortoirs. Les retardataires réagissent comme des musiciens qui entendent un orchestre s'accorder en leur absence. Ils se hâtent. Puis, ils émettent quelques vocalisations discrètes et répétitives. Les uns après les autres, d'autres gibbons entremêlent leurs cris. Peu à peu, jusqu'au coucher du soleil, une sorte de nervosité générale enfièvrera la canopée. Les notes passeront du grave à l'aigu et au suraigu, et dans une heure environ, quand tous les choristes se seront regroupés, le concert se transformera en une clameur jubilatoire.
Avec la même ponctualité que celle des gibbons qui saluent le soleil, la harde de Wan, la matriarche, s'élance vers le plan d'eau. Parmi ses aînés, Chang, la jeune éléphante, ne rechigne plus à aller au bain. Elle s'y précipite. Pour la première fois, Chang apprend à utiliser sa trompe pour boire. Aspirer l'eau, la bloquer dans les voies nasales, avant de la souffler dans la bouche. Tout cela représente un enchaînement complexe pour un jeune qui n'a pratiqué depuis sa naissance que la technique instinctive de la tétée. Chang invente bientôt une autre méthode qui consiste à prélever le liquide dans la bouche de Dara, sa mère. Des adolescents mettent en scène des simulacres de combat, mêlant le plaisir de la bagarre à celui que provoque tout ce qui gicle, éclabousse et explose sur les chines en gerbes d'eau fraîche. Parfois, l'affrontement se termine par deux trompes entrelacées, signe d'estime et de camaraderie, la poignée de main des éléphants. La fatigue du bain rend le pas de Chang incertain. Elle titube, ivre de plaisir sous le soleil qui monte, et dont la chaleur contraint la troupe à s'éloigner vers les collines ombreuses. Chez les éléphants, l'unité sociale de base est constituée par une femelle dominante, des femelles ordinaires et leurs enfants. Normalement, les mâles vivent à l'écart, mais quand leur habitat se restreint, mâles et femelles sont obligés de se côtoyer davantage. Après le bain vient le moment de se cuirasser la peau en l'aspergeant, encore humide, de poussière et de boue. Si un jeune échappe aux adultes, Wan est là pour établir l'ordre. Elle ramènera Chang à sa mère Dara. La matriarche est respectée de tous. Son pouvoir repose sur sa mémoire qu'elle transforme en sagesse. Elle seule connaît le secret des lieux où l'eau demeure. Elle conçoit des projets pour le groupe. On l'a dit capable de pressentir ce mystère que les hommes appellent la mort. Chaque arbre de la forêt constitue un écosystème. Sa ramure offre le gîte et le couvert aux mammifères arboricoles, aux oiseaux, aux insectes. Parfois, champignons ou pivers creusent son tronc de cavité qu'un couple de calao, parfois, s'approprie pour y établir son nid. Comme un objet de valeur, le fils de Runga et d'Homme a passé ses premières semaines dans un coffre-fort, un abri scellé d'une maçonnerie d'argile, d'excréments et de salive. Il se nommera Mikamak, mot qui signifie précieux en taille. La mère de Mikamak est restée près de son fils pendant plus de 40 jours. L'espace devenant trop petit, elle a élargi à coups de bec la fente du nid pour pouvoir s'envoler. Depuis, le jeune oiseau a progressivement refermé l'ouverture. Runga, la femelle, n'a pas seulement quitté son fils pour pouvoir de nouveau déplier son corps d'1 mètre de long
et ouvrir ses ailes ankylosées. Il lui faut désormais contribuer à la collecte de nourriture. Sur les branches, elle fera concurrence à l'écureuil arboricole Bousonghi, qui se gave de graines, fleurs, bourgeons ou feuilles, mais surtout de fruits délectables tels que le litchi ou le ramboutan. Dom, le père de Micamac, accumule des fruits dans son jabot. Mais d'autres calaos à vide sont là, que caractérise au-dessus du bec cet appendice grandiloquent, léger et apparemment inutile, qu'on appelle leur casque. Des pigeons, eux aussi attablés, parviennent à avaler un fruit en 2 temps, la chair d'abord et la peau ensuite. Des frictions se produisent entre calaos concurrents. Tous ont un oisillon à nourrir qui réclame une nourriture toujours plus abondante. Pour chacun d'eux, la rentabilité du ravitaillement devient un enjeu critique. Sa collecte assurée, Dom revient vers la fente du nid. Là, il régurgitera les fruits et les tendra du bout du bec à son fils, affamé. Pour mieux faire remonter du jabot la nourriture, l'adulte produit à chaque fois une contraction musculaire facilitée par un mouvement latéral du col. Au fruit est parfois mêlé un insecte ou un reptile. Tout est bon pour faire grandir le jeune ogre, à qui 3 kilos de nourriture en font gagner 1 de poids corporel. Resté seul jusqu'au prochain repas, le jeune calao occupera une partie de son temps à des travaux de maçonnerie, car il est vital qu'un singe ou un ours à collier, par exemple, ne puisse glisser leurs mains par la fente du nid. Micamac s'occupera également à faire sa toilette et à dormir, la tête rentrée dans les épaules. Dans la forêt qu'on pourrait croire infinie, une ombre dorée se faufile. L'animal s'avance avec méfiance, sur le qui-vive. La narine de Pang, le jeune tigre indo-chinois, capte dans l'air une odeur puissante et familière. Le nez près du sol, pour ne pas perdre le parfum âcre qui le guide, Pang glisse avec la discrétion d'un fantôme. Soudain, il entend un bruit. Pang se tient à l'affût derrière un rideau de feuillage, observant le rôdeur qui s'avance. Pang sort enfin de sa cachette et bondit. Hélas, l'adversaire ne se prend pas au jeu. Comme si les bagarres, les corps à corps n'avaient plus pour Sua, son frère, la même urgence qu'autrefois.
Enfin, malgré tout, et presque à contre-cœur, Sua engage le combat. Mais il sait bien, lui, mieux que son frère, que cette algarade est peut-être la dernière. Naguère, la robe de Pang et Sua portaient des traces pâles et floues. Depuis, l'adolescence a affirmé le contraste des rayures et le temps de devenir adulte arrive à présent. Pourtant, les deux tigres ne se sont pas quittés, pas encore. Mais pour cela aussi, le temps viendra. En attendant le temps de la séparation, une fois encore, Pang s'incline devant son frère devenu à la fois trop puissant et trop indifférent. Pour quelque temps encore, ils se donneront l'un à l'autre la force d'affronter le seul ennemi qu'ils puissent tenir pour plus fort qu'eux, la forêt géante et sombre. Face au péril venu de la planète des hommes, certaines créatures de la forêt, naguère diurnes, ont choisi désormais de vivre la nuit. La pénombre leur offre leur ultime refuge, un dernier asile. En revanche, il a toujours été dans la nature du binturong, petit mammifère carnivore, de s'activer aux deux crépuscules et de dormir toute la journée, lové dans sa fourrure épaisse. De son pelage montent souvent des odeurs nauséabondes. En effet, le binturong a une âme de propriétaire. Il marque donc son territoire grâce à une glande périnéale située au bas-ventre qu'il presse contre les branches où il se tient. En outre, il lui arrive d'uriner sur sa queue afin de mieux laisser sur son passage une trace odorante. Le binturong s'est adapté à une vie arboricole, notamment grâce à sa queue préhensile. Il peut ainsi considérer du balcon le spectacle du monde et les acteurs qui le jouent. Parmi eux s'avance l'acanthyon de Malaisie, un porc-épic de grande taille qui rôde toute la nuit à repaître de tiges, racines, tubercules, écorces ou fruits tombés des arbres. Chaque année, la femelle donne naissance à un ou deux petits qui la suivent dans ses expéditions nocturnes. La mère, elle, espère peut-être trouver un os à ronger. Elle y gagnera le calcium qui lui fait parfois défaut. Mais son bébé n'a qu'un désir, téter. Pour cela, il devra glisser son museau au bon endroit, entre les redoutables piquants qui protègent le corps de sa mère. Un bruit a alerté la mère. Redressée, ses épines la font soudain paraître redoutables. Si un agresseur voulait cependant l'attaquer, elle foncerait vers lui à reculons pour mieux lui planter ses épines sur le museau. Prodige ou maléfice,
On ne sait jamais quelle magie s'accomplit dans la forêt, à la faveur de la nuit. Venimeux, dangereux, tueur de petits mammifères, dévoreur de serpents, le bongar annelé mesure déjà à sa naissance une quarantaine de centimètres. Bientôt, il produira une substance neurotoxique capable de bloquer les influx nerveux de ses victimes et de paralyser ainsi leurs membres, leur cœur et leur appareil respiratoire. Sur le sol, l'un des serpents traîne le cordon par lequel il pouvait absorber, avant de naître, les substances nutritives riches en protéines contenues dans l'œuf et qu'on appelle vitellus. Le cordon qui tombera bientôt le freine parfois dans sa progression. Mais on trouve toujours l'énergie nécessaire à s'enfoncer dans la forêt quand on est un bongar nouveau-né, vulnérable aux serpents cannibales, mais avide de vivre. Les roussettes ont passé la nuit à moissonner, à des dizaines de kilomètres des arbres où elles ont établi leur camp, les terres où se trouvent leurs fleurs, fruits et nectars favoris. Elles sont maintenant de retour. Parmi elles, Soussat, débarrassée de son bébé devenu grand, peut enfin satisfaire sans encombre, ni contrepoids, ses besoins naturels. Soussat, sexuellement réceptive, songe déjà à gagner les faveurs d'un mâle qui la féconderait de nouveau. L'élu, repéré sur une branche voisine, s'occupe à sa toilette, en attendant précisément de partir à la conquête de quelques bonnes fortunes. Chez les roussettes, le mâle est doté de grandes vertus. En particulier, il peut produire son sperme à l'avance et l'accumuler sans que les qualités fécondantes soient dégradées. Ce dispositif vise à permettre que l'essentiel des naissances se produisent à la saison la plus favorable. Quelques individus semblent se quereller. Les harpies se bousculent et se griffent. Le mâle, qui voudrait s'introduire dans la mêlée, en est vite écarté.
Ayant essuyé plusieurs échecs, le conquérant s'approche enfin de Soussat. Celle-ci se débat comme pour se rendre encore plus enviable. Il n'est pas d'usage chez les roussettes de succomber sans récrimination préliminaire. En revanche, il est d'usage constant et instinctif pour un mâle de savoir introduire sa langue dans l'orifice approprié de la femelle et d'obtenir d'elle, ainsi, une sorte de consentement aux privautés qui suivront. La nervosité croissante de Soussat stimule le mâle et l'incite à passer à la suite de son programme. Obligé de s'accoupler la tête en bas, il est doté pour cela d'un sexe très incurvé et parallèle à la paroi abdominale. Si le mâle mord sa partenaire au cou, c'est avant tout pour la stabiliser, car l'activité sexuelle exige des chauves-souris qu'elles assurent leur prise. De vigoureux ébats, au cours desquels la femelle semble vitupérer, suivent l'accouplement. Puis le mâle procède avec soin à la toilette de ses organes sexuels. La cérémonie nuptiale s'achève. De son aile, Soussat se fait un drap. Les sollicitations de son partenaire ne l'empêcheront pas de s'assoupir. Talok, le jeune langur qui voulait sauter plus haut, a grandi. Il vit désormais dans le même groupe que sa mère, mais ne dépend plus d'elle. Bientôt, il s'éloignera et vivra une existence semi-solitaire. En attendant, il a découvert le goût des nourritures végétales. Mais pour atteindre les pousses les plus savoureuses, les plus jeunes, celles que leur altitude préserve de l'appétit des gourmets, il doit encore améliorer ses techniques de saut. Comme les autres langurs, Talok maîtrise parfaitement les forces physiques qui transforment un arbre ou une branche en ressort. Il sait utiliser ses forces pour se propulser et tirer son élan de tremplin naturel rencontré au fil de la course. Voltigeur virtuose, il parcourra toute sa vie les 3 dimensions de l'espace. Talok dépend entièrement de la forêt. Pour lui, il n'existe aucun autre univers.
Une journée ordinaire s'écoule. Perçant à travers le bouclier des nuages, le soleil brûle. C'est l'heure à laquelle les éléphants recherchent l'ombre des arbres. Ils en profitent pour se nourrir d'écorces et de branches, dévastant des bosquets entiers. Un jeune adulte qui vit en marge du clan de Wan fait fléchir les branches maîtresses d'un banyan pour en dévorer les feuilles. Le temps passé sous l'arbre dont il se nourrit est aussi employé à se déparasiter par des frottements revigorants, fatals aux tiques et autres passagers clandestins. Un peu plus loin, un teck sera sacrifié à l'appétit d'un autre géant brun. Autrefois, le teck constituait l'essence dominante des forêts thaïlandaises. Mais son bois imputrescible, apprécié des marins, des constructeurs navals et des fabricants de meubles, fut pillé et souvent remplacé par l'eucalyptus. L'éléphant, lui, goûte particulièrement l'écorce du teck que son pied, délicatement, sépare du tronc. Cette nourriture contribue à combler les besoins de l'animal en fibres et en cellulose. Le pied de l'éléphant est avant tout un organe de locomotion complexe. Noyé dans sa masse charnue se trouve une boule de graisse qui sert d'amortisseur. Mais utilisé en combinaison avec la trompe, il constitue aussi un outil de précision. Il sert à bloquer, à mettre en position, à faire rouler, tandis que l'appendice digital situé à l'extrémité de la trompe peut s'insinuer, par exemple, sous l'écorce, pour mieux la décoller. Un climat tropical, une forêt dense trouée de plants d'eau, quelques jeunes palmiers si tendres qu'on peut leur dévorer le cœur, des abeilles, produisant sans répit des provisions de miel, tel est le rêve de l'ours malais. Un ourson malais passe ses premiers jours sur une plateforme de branches cassées que sa mère a construite à plusieurs mètres de hauteur et qui tient lieu de berceau. Mais il devient vite capable de s'affranchir de la tension maternelle pour descendre à terre et explorer le monde qui l'entoure. Vivant ou minéral? Pierre ou bête? Un simple escargot provoque une irrépressible envie de jouer. Mieux encore, dans cette mare, il y a de la boue. On peut s'y rouler, s'y crotter, s'y délecter de fraîcheur.
Voici enfin le gardien des eaux. Le buffle de l'Inde, en voie d'extinction à l'état sauvage, et dont le représentant le plus puissant se trouve en Thaïlande. Un géant d'une tonne, dont les cornes peuvent atteindre 2 mètres d'une pointe à l'autre. Mieux vaut, quand on est le plus petit de tous les ours, et en bas âge, de surcroît, se tenir à l'écart. Le monde des berges a épuisé l'aventurier. Il reviendra vers sa mère, non sans avoir impressionné, considéré une dernière fois la lourde divinité affalée, placide et nonchalante. Vers sur vers, feuille sur feuille, certains insectes se fondent dans le paysage où ils évoluent. Le phasme-feuille, aussi appelé filie, ressemble en tout point à sa nourriture favorite, le lierre et les autres plantes du même groupe. La femelle en particulier arbore des ailes nervurées sur lesquelles quelques taches brunâtres simulent le début de décomposition d'un végétal abîmé. Le phasme-feuille passe l'essentiel de son temps à dévorer, grâce à un appareil buccal conçu pour broyer, déchiqueter et mastiquer. Une araignée indifférente laisse passer le phasme. Il n'est pas d'usage qu'elle ait à se déplacer jusqu'à ses proies. Là où se tient l'assassin, ici une néphile à toile dorée, on trouve des victimes. Certaines d'entre elles, enveloppées de fils, se conserveront quelque temps en cas de fringale, car il faut, avant de se mettre à table, ravauder la toile endommagée. La néphile produit un fil dont le diamètre ne dépasse pas 10 microns, c'est-à-dire 7 ou 8 fois moins qu'un cheveu humain. Pourtant, à poids égal, sa solidité dépasse celle de l'acier. La néphile ne tisse pas ni ne tricote des mailles, elle les soude, grâce à une colle faite de protéines. Le fil est produit par 6 orifices abdominaux, les filières. Dans le corps de l'araignée, la soie n'est d'abord qu'un amalgame de protéines visqueuses. C'est au contact de sécrétions acides qu'elle va se solidifier, ce que les chimistes appellent la polymérisation. Les pattes arrière servent de ciseaux et coupent le fil quand il faut, par exemple, se débarrasser d'un déchet ou d'un surplus de nourriture. Parfois, comme toutes les ouvrières, la néphile interrompt son travail pour satisfaire ses besoins naturels. La néphile construit souvent sa toile sur un lieu de passage, au-dessus d'un plan d'eau où de jeunes insectes prennent leur premier envol, ou dans un courant d'air que fréquentent papillons et moucherons. Sa toile est l'une des plus collantes qu'une araignée puisse produire. Mais il peut arriver chez ce papillon siamèse, par exemple, que rien ne puisse vaincre la rage de vivre. Dans la forêt si belle, si lustrée, si brillante qu'on pourrait ne pas la croire agonisante, un fantôme vient rappeler qu'une ère s'achèvera bientôt. Une vieille éléphante, oreilles ourlées et côtes saillantes, s'asperge comme au premier jour, quand le monde était d'un vert illimité.
Une blessure au dos lui rappelle peut-être le temps où les tigres harponnaient de leurs griffes le cuir des éléphants. Elle régna peut-être en matriarche jadis, avant que son domaine, rogné, divisé de toutes parts par le bitume, le béton et le cri des humains, ne se réduise à un archipel. La vieille éléphante s'en souvient sans doute encore. Il fut un temps où, à perte de vue, il n'y avait que des arbres. Pang et Sua, les deux tigres indo-chinois, sont à présent âgés d'1 an. Dans quelques jours, dans quelques heures, ils suivront leur destin, qui consiste à ne rien attendre des autres, pas même d'un frère. Loin du canyon inondé de lumière, ils s'enfonceront solitaires dans la forêt géante et sombre. Là, ils vivront comme leurs cousins jaguars d'Amérique du Sud, vagabonds, ne se fixant temporairement qu'au moment de la reproduction. C'est l'heure des derniers jeux, des derniers frôlements. Pang, le plus adolescent des deux tigres, se tient à terre sous le front de Sua. Plus tard, quand il sera adulte, il ne devra qu'au hasard de croiser son frère au détour d'une rivière ou dans la pénombre du sous-bois. Parfois, il entendra peut-être, comme un roulement dans son crâne, résonner dans le lointain des infrasons familiers. La voix de Sua. Sua prend enfin l'initiative de s'éloigner. Son frère, qu'il contemplera plusieurs reprises avant de disparaître, croira peut-être son absence temporaire. Ils étaient inséparables. Nul ne reverra pourtant Pang et Sua, côte à côte. Un jour, les hommes diront « Ici, il y avait une forêt ». Ils s'en souviendront comme de leur innocence, disparue dès les premiers regrets. Certains continuent de croire que la forêt coexistera avec les enfants qui naissent par millions. Mais la terre paraît si étroite, et le monde si vieux. De la jungle originelle ne subsistent plus que des lambeaux. Des éléphants explosent sur les mines que les armées ont semées. Des tigres meurent dans une grande lueur rouge. Cependant, les plus ardents des hommes continuent de lutter contre la fatalité.
Un jour viendra peut-être où ils auront eu raison, malgré tout. Une fois encore, Dom, le Kadao, vient de nourrir son bébé affamé. Mikamak est âgé de 79 jours. Il s'impatiente et se sent prêt à dévorer le monde. Danseur hystérique, le jeune oiseau teste ses ailes qu'il n'a jamais déployées. Mais comment prendre son élan dans un cachot? Comment voler quand chaque effort fracasse contre la paroi d'un monde intolérablement trop petit? À cet instant, le jeune oiseau est comme le tigre ou comme l'éléphant, réduit à survivre dans un habitat étriqué qui les étouffe. Lentement. L'ouverture du nid, simple ray de lumière trop étroit pour qu'il s'y engouffre, l'appelle à renaître, à sortir de la matrice. Le Kadao s'acharne, mais ne parvient à rien. Épuisé, l'oiseau s'accorde une pause. Soudain, comme si son désir de liberté venait de l'illuminer, le Kadao se précipite vers la fente du nid. Avec férocité, d'un bec dévastateur et frénétique, il détruit la paroi qu'il avait lui-même et sa mère avant lui, bâtie pour se protéger du monde. Enfin, il peut passer la tête. Dans un grand éclair blanc, le Kadao va s'arracher au limbe. Il volera libre, au-dessus des éléphants qui rôdent encore dans la jungle perdue.